on va mettre une électrode dans leur cerveau, autre époque, autre mœurs, on va envoyer de l'électricité, ça devrait activer sa vigilance et on va voir si elle y va moins. Quelqu'un qui aurait un déficit de l'attention, ça se manifeste comment chez lui? Si très régulièrement... On a construit économiquement, ni plus ni moins qu'à la fin, il y a des gens qui veulent, pour gagner leur vie de différentes manières, il y a une économie de l'attention. Une économie de l'attention. Un des trucs qui est très bon, c'est le meilleur médicament pour son attention. C'est aussi bête que cette phrase et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de dire il faut une vanne toutes les 3 secondes. En fait, c'est parce que sinon, tu sens que tu as un public qui décroche. Donc en fait, ça a été une réponse à un déficit de l'attention de la part du public. Ce qu'on leur a donné, pour être bien clair, c'est littéralement une drogue plantée dans le cerveau. Ouais. Qu'est-ce que je décide de consommer? Quand je décide de le faire? Et durant combien de temps? Le problème est... Et salut, c'est Major Mouvement, hyper heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de EBPress, Evidence Based Practice, où je reçois des experts pour parler à la fois des connaissances scientifiques et de la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fabien Olicard qui va nous parler de l'attention. Cette vidéo, vous allez voir, elle est trop bien parce qu'on va parler de ce qu'on ressent tous, mais il va nous aider à mettre des mots sur les troubles de l'attention, les conséquences que ça peut avoir sur notre santé physique, mentale et sur certaines habitudes qui peuvent nous pourrir la vie. Vous allez voir, je vous ai mis un chapitrage juste en dessous, si jamais c'est quelque chose que vous connaissez déjà, pour arriver très vite aux solutions. Très honnêtement, j'étais hyper surpris quand Fabien m'a donné les solutions. Je ne pensais pas que c'était si simple. Et pourtant, si vous connaissez Fabien Olicard, c'est jamais très bien complexe quand on comprend les choses. Fabien, bienvenue. Merci. C'est la première fois que toi et moi, on se fait une vraie vidéo officielle ensemble. Ah ouais, une vraie grosse vidéo YouTube, ouais. Non mais raison. Tu vois, depuis le temps qu'on se connaît, on avait fait... Sextape. Jamais diffusé. Moi, je voulais, mais c'est toi qui voulais pas. Oui, bah oui, vraiment un petit complexe d'infériorité là du coup. Non, on avait fait une étude de cas, une consultation de ta part. Ouais. On avait fait ça dans les loges d'Antidote. Ouais, exactement. Mais j'étais bien content de l'avoir, mine de rien. Ouais, exactement. C'est pratique d'avoir toujours un kiné sous la main, mais c'est pas pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui. On est venu pour parler d'une de tes spécialités, le cerveau, et notamment l'attention. Je t'explique la raison pour laquelle je t'ai contacté pour venir faire cette vidéo. C'est que j'ai l'impression que depuis le Covid, on a des difficultés à se concentrer, que nos réseaux sociaux, nos WhatsApp, nos conversations sans cesse, fait qu'on a créé une dépendance à nos téléphones, à cette suractivation, et que ça a un impact sur notre santé physique, sur notre santé mentale. J'en ai parlé un petit peu, moi j'ai fait mes propres recherches, et je me suis rendu compte qu'on a de la data sur ça en fait. Ouais. Et là, je vois qu'au même moment, timing incroyable, tu sors un livre qui s'appelle... Toujours dans les bons coups, Olicard. Olicard, toujours un coup d'avance. Votre attention et votre super pouvoir, exactement, chez First. Que j'ai pas recouru et je me suis dit, putain, il faut que je t'invite pour en parler. Alors, est-ce que je l'invente? Est-ce qu'on a vraiment un trouble de l'attention, un déficit de l'attention? Et est-ce qu'il y a des solutions? Alors, pour répondre à tout ce que tu viens de dire en moins de temps possible, est-ce que c'est depuis le Covid? J'en sais rien. Peut-être que ça a été révélateur de quelque chose de plus sous-jacent. En tout cas, c'est mon impression, ça c'est mon sentiment. Est-ce qu'on a tous un trouble de l'attention? Non, parce que le trouble, c'est un mot qui a un sens très précis. Un déficit global, oui. Et des études le prouvent, soit des études qui ont été diligentées par des entreprises comme Microsoft, qui avait diligenté une société pour faire un test sur 4000 de leurs employés, donc qui nous donne une data en fait, qui nous permet de voir que oui, l'attention a baissé. On reviendra après sur ce qu'on appelle l'attention. Est-ce que ça a un impact sur notre santé physique? Oui, indirectement. Sur notre santé mentale, ça je ne le sais pas, je n'ai pas la blouse blanche, mais sur nos comportements mentaux, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et tu as utilisé le mot dépendance, qu'on ne peut pas trop délier du problème de l'attention aujourd'hui, puisqu'on a une tendance à devenir dépendant à la dopamine, et c'est ça qui donne ce trouble de l'attention. Et il y a peut-être 2 choses que je peux dire pour débuter. L'attention, on la calcule avec sa puissance, donc elle a des degrés de concentration, d'attention, de vigilance, etc. Et dans sa durée. Et une attention saine, c'est je suis capable de porter le temps que je souhaite mon attention sur quelque chose avec une puissance relativement constante. Ça, c'est une attention saine. Et la deuxième chose à rajouter, c'est que l'attention, elle est cassée en quelque sorte. C'est plus facile de dire ça et on va beaucoup le dire pendant ce podcast. La réalité, c'est qu'elle fonctionne assez bien, l'attention. Dans le sens où on ne fait jamais pas attention à quelque chose.
Donc, c'est plus, elle n'est pas dirigée au bon endroit. Tu sais, on dit toujours les magiciens détournent l'attention. C'est pas vrai. Détourner l'attention, c'est un magicien qui te ferait derrière toi un éléphant. Bon, c'est pas terrible. C'est pas comme ça qu'on retrouve une carte dans un jeu de cartes. Donc en fait, il dirige ton attention. Et pour la diriger, il faut que ton attention soit portée là où elle devrait être portée naturellement si quelqu'un te fait un tour de cartes, par exemple. Et les magiciens avec qui j'échange, eux aussi se rendent compte qu'en fait, c'est de moins en moins facile de diriger l'attention parce qu'elle est trop éparpillée, elle va un petit peu partout, tu vois. On le voit dans les spectacles d'humour. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de dire il faut une vanne toutes les 3 secondes. Mais pourquoi il faut une vanne toutes les 3 secondes ? En fait, c'est parce que sinon, tu sens que tu as un public qui décroche. Donc, en fait, ça a été une réponse à un déficit de l'attention de la part du public. Quand tu regardes des spectacles d'humour du passé, même les vannes auxquelles tu adhères, tu te dis c'est un peu lent. Tu regardes des bons films du passé, j'ai regardé le Blues Brothers récemment, c'est un peu lent, tu vois. J'ai regardé Sur la route de Madison, là, c'est pas un peu lent, c'est très lent. Très lent, tu vois. Donc, on est moins habitué à être moins nourri en termes pas de distraction, mais en termes d'impact émotionnel, tu vois, positif ou négatif, et donc à pas recevoir de dopamine ou de stimulation. Et c'est ça qui nous donne cette impression de c'est un peu lent, en fait, en définitive. Donc voilà, ça c'est pour répondre en gros à déjà tout ce que tu viens de dire. On reviendra point par point. Tu sais à quoi ça me fait penser là ? Vraiment, je m'adresse à vous et c'est... Tu peux me tutoyer, hein, ça va, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Je m'adresse à vous, Fabien Olicard. Monsieur Olicard. Oui, monsieur Mouvement, je vous écoute. Quand je fais des formats longs, type EB-Press comme on est en train de faire, j'ai une rétention d'audience qui est extrêmement élevée. J'ai des gens qui ont des commentaires qui sont beaucoup plus pertinents et moi, je prends beaucoup plus de plaisir à les créer. Donc en fait, il y a un paradoxe qui est finalement quand on prend le temps de poser notre attention, je pense que vous prenez plus de plaisir finalement à regarder ces vidéos où on prend le temps d'apporter des nuances, on prend le temps d'apporter des arguments qui prennent le temps d'être expliqués que du truc tac, 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 tac. Exact. Ce qui est parfois bien aussi de temps en temps. Bah c'est plus comme ça, c'est moins comme ça. Je sais pas, j'ai jamais fait. Pareil, on en a parlé. On en a parlé. Non mais blague à part, tu as raison sur ce point-là. C'est-à-dire que ce paradoxe, il va même se retrouver au cœur de TikTok. Il y a des vidéos qui cartonnent sur TikTok qui s'appellent les Clean Talk. Ces Clean Talk, ce sont juste des gens qui vont nettoyer une table sale jusqu'à temps qu'elle soit entièrement propre ou qui vont nettoyer des carreaux jusqu'à temps qu'ils soient entièrement nettoyés. Ça n'a aucun apport de divertissement. Ça ne t'apprend rien, ça ne te choque pas, ça ne te réjouit pas. Pourquoi ces vidéos-là font des milliards de vues ? Parce que ce paradoxe est une réponse à ce que provoque la surconsommation de stimulation. En fait, d'un coup, ça fait du bien qu'il n'y ait plus de prise de décision, de besoin de réactivité et juste de se laisser un peu porter par quelque chose. Et les vidéos longues, qui ne sont pas des vidéos surcutées, qui font bah dans tous les sens, on parle de ces vidéos longues-là que toi, tu produis, ce type d'échange, par exemple, et bien d'un coup, si il n'est pas trop déconnant, ce type d'échange, tu vas te laisser porter comme ça par ce rythme-là et ça va te reposer le cerveau. Parce qu'on en arrive au point où en fait cette dépendance à toutes ces stimulations, elle cherche une réponse dans son propre mode de consommation en fait. Et ce que tu vois dans ta rétention d'audience, je le vois aussi chez moi. Tu as un podcast qui cartonne, j'en ai un qui fonctionne pas mal aussi. C'est des choses qui sont très longues. J'ai essayé de faire des formats courts de ce podcast, ça n'a pas marché en fait finalement. Donc oui, il y a ça. Finalement, comme un hamster qui serait pris dans sa propre roue, qui n'arriverait pas à ralentir. Exactement. Tu lui offres toujours une autre roue, mais d'un coup qui fait juste un petit balancier, ben voilà, il va pas sortir de la roue, il reste dans une autre roue, mais il a fait sa petite pause quand même. Parce que finalement, le cerveau de l'être humain, la psychologie humaine, elle n'a pas tellement changé depuis la nuit des temps, tu vois. C'est pas quelque chose qui a beaucoup évolué. On le voit dans la vente, dans le marketing. Tu vends de la même manière des choses en 2024, dans les mêmes leviers psychologiques qu'en 1800, par exemple, et quelques. Ça n'a pas bougé. Notre cerveau, il est fait pour être réactif. Et l'une des hypothèses que la science émet, c'est que c'est ça qui nous aurait permis aussi d'évoluer, nous, en tant qu'êtres humains, notre capacité à dire « Waouh, le buisson, il bouge, il faut que je parte par là-bas, etc. » d'être toujours en réaction aux choses. Ce côté réactif, du coup, aujourd'hui, ne nous est pas utile pour la survie. Par contre, il reste très présent. Très primaire, en fait. Il est en nous. Instinct primaire. C'est-à-dire, là, on va entendre « ting » sur ton téléphone. Tu as une lampe qui s'allume dans ta tête. Gestion de tâches, savoir ce qu'est cette notification, quel est le message qu'on t'a envoyé. Et ça va tellement te prendre la tête qu'à un moment donné, tu vas me dire « Je regarde juste qui m'a envoyé le message et je reviens ».
Sauf qu'une fois que tu auras lu le message, ça va allumer une autre ampoule, il faut que je réponde à la question que m'avait posé le message. Et en fait, c'est parti. C'est que de la réactivité. En fait, nous, notre enjeu, même en termes de gestion du temps, de la fatigue, etc., et de la santé mentale, c'est d'être planificatif. Alors, pour résumer, Fabien, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet parce que finalement, depuis tout à l'heure, on en parle un peu, on contourne. Mais qu'on comprenne bien, quelqu'un qui aurait un déficit de l'attention, ça se manifeste comment chez lui? Il y a des indices de quotidien. Si très régulièrement, tu prends conscience que tu es sur ton téléphone depuis super longtemps, c'est pas un bon signal. Tu es censé avoir une notion du temps qui passe. C'est pas censé te faire entrer dans ce qu'on appelle le flow. Si pendant que tu regardes un film, tu scrolles sur ton téléphone en même temps pour avoir une double stimulation, c'est pas un comportement naturel. Si tu écoutes tous tes messages en x2, tes podcasts en x2, tes vidéos en x2, Netflix en x2, j'ai découvert ça, c'est incroyable, c'est pas un comportement normal et naturel. Si la conversation avec tes amis te paraît toujours un petit peu longue et pas assez stimulante, c'est anormal. Si tu ne lis plus un seul livre depuis 20 ans, non pas parce qu'il n'y en a pas qui t'intéressent, mais parce que flemme et pas le temps, c'est pas un comportement naturel. Tu vois, c'est tous ces indices-là, en fait, qui cumulés te démontrent que non, tu as toujours besoin qu'il se passe quelque chose et c'est dur de faire l'effort de. C'est le problème de l'attention d'ailleurs. Ce gros problème-là, c'est que ça demande un effort. Je peux être fasciné par la pêche à la mouche. Il y a le plus grand expert de la pêche à la mouche qui va donner une conférence demain. Dommage, il est barbant quand il parle. Par contre, le fond est passionnant. Je veux aller écouter cette conférence-là. Je sais que je vais y apprendre des trucs. Il va être barbant. Je dois faire cet effort de tenir, tu vois. Aujourd'hui, ça, c'est de plus en plus difficile. La forme prime sur le fond. Alors, il y a une responsabilité collective quand même sur le fait de capter l'attention de l'autre. Toi, tu délivres des messages de santé. Tu sais et tu as trouvé ta manière de faire pour capter l'attention des gens. Moi, je donne des conférences, je crois que tu en donnes aussi parfois. On a déjà vu des chefs d'entreprise faire le petit mot avant la conférence pour annoncer des résultats de dingue et une prime à tout le monde avec un public qui s'ennuie. Ils ont une responsabilité dans leur prise de parole. Mais dans le quotidien, en général, on le sait déjà si on a un déficit de l'attention. On le sait parce qu'on s'ennuie trop vite, rien ne va assez vite. Et souvent, c'est lié aussi à des conséquences de motivation. C'est ce que j'allais te dire. On dire. n'arrive plus à se motiver à faire les choses. Et le problème de ne plus arriver à se motiver à faire les choses, c'est que ça peut aussi conduire à des formes de dépression. Là, finalement, tu en as parlé tout à l'heure, la dopamine. Ouais. Imagine, je suis en 4e, je ne sais pas dans quelle mesure il peut y avoir... C'est une hormone, un neurotransmetteur, la dopamine? Je crois que c'est un neurotransmetteur. Ouais, on peut dire une molécule endogène, c'est le cerveau qui la fabrique. Okay. Tu me racontes cette histoire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence et pourquoi est-ce qu'il y a cette récompense et ce ratio de énergie dépensée versus... Vas-y, raconte-moi tout. En gros, la dopamine, je peux te faire le parallèle avec quelque chose que tu connais bien. Toi, c'est la nutrition dans la santé physique. Pourquoi on est si heureux de manger de la graisse, du sucre, etc. Parce que c'était rare dans la nature. Donc, on a un besoin, en fait, mais de petites quantités de ces choses-là. Et comme elles se trouvent rarement, l'évolution a fait qu'on prend du plaisir à en consommer. C'est comme ça que ça se passe. La dopamine, cette molécule endogène, nous est délivrée pour être un boost de motivation. C'est une récompense du cerveau. D'ailleurs, tout ce système-là de création de dopamine qui est donné à l'intérieur du cerveau, ça s'appelle le circuit de la récompense. On l'a découvert par hasard, quand je dis on, c'est pas moi d'ailleurs, ils l'ont découvert par hasard en 1952. C'est Holst et Milner, c'était à l'université McGill à Montréal. Holst veut faire des tests sur des souris. Je te raconte vite fait. Ah, bien sûr. Il veut faire des tests sur des souris sur la zone de vigilance dans le cerveau. Donc il se dit, on va mettre une électrode dans leur cerveau, autre époque, autre mœurs, donc la recherche fonctionnait comme ça à l'époque. On va envoyer de l'électricité quand la souris est dans une zone, ça devrait activer sa vigilance et on va voir si elle y va moins après d'elle-même. Elle n'aura pas de douleur, il n'y a pas de capteur de douleur dans le cerveau, c'est juste on va stimuler cette zone-là. Ça marche sur toutes les souris, sauf sur une. À chaque fois qu'il l'envoie, elle revient de plus en plus. Donc, à la fin de sa vie naturelle, ils vont disséquer la souris, fin de vie naturelle provoquée quand même, et ils vont disséquer le cerveau, il s'aperçoit qu'il a fait une erreur. Il s'est trompé d'1 millimètre en fait. En fait, il a émis dans la région septale, ça s'appelle, et c'est les Milner donc, qui s'occupe de sa thèse, son doctorat à Holst,
dit on va reproduire ça sur toutes les autres souris. Ils refont un test et le test est fait de telle sorte, il y a un levier que les souris peuvent activer. Quand elles l'activent, ça envoie de l'électricité dans l'électrode qui est plantée dans cette région qu'ils viennent de découvrir et ils observent le comportement. Elles vont activer jusqu'à 200 fois par heure le levier pour recevoir une décharge. 200 fois par heure. Donc, il y a 60 minutes dans une heure. Elles vont délaisser leurs besoins primaires, dormir, manger, boire. Les femelles qui ont des petits vont laisser les petits à l'abandon pour aller activer le levier. C'est plus intéressant. Ils vont augmenter la charge, donc elles se prennent des patates, les souris. Elles sont envoyées à l'autre bout de la cage. Dès qu'elles reprennent les esprits, elles foncent encore plus vite sur le levier. Donc en fait, on active le circuit de la récompense, c'est-à-dire qu'en activant cette région, elles s'activent elles-mêmes. Même si elles prennent un coup de jus, elles prennent le shoot de dopamine quand même. Ouais, exactement. Donc c'est le circuit de la récompense, c'est le plaisir, c'est le bonheur de ça, quoi, tu vois. Ce qu'on leur a donné, pour être bien clair, c'est littéralement une drogue plantée dans le cerveau. Ouais, c'est une addiction pure. Elles étaient addictes au levier. Je vais faire juste une petite parenthèse. Le TDAH, ce trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est sur le circuit du trajet de la dopamine, il y a des aspirateurs qui vont absorber beaucoup plus rapidement la dopamine. C'est pour ça que ces personnes sont en manque de dopamine et ont ce trouble de l'attention. Elles ne le décident pas, ce n'est pas provoqué par l'environnement, c'est dans le cerveau et c'est des aspirateurs à dopamine qui font que tu es en manque plus rapidement que la normale. Nous, on n'est pas censé être en manque. C'est-à-dire, on a notre shot de dopamine. Parce Nous, les gens qui n'ont pas de TDAH. Exactement. Enfin, peut-être t'en as un, mais moi, en l'occurrence, je n'ai pas de trouble de l'attention. Je ne pense pas, en tout cas, non plus, je ne suis pas diagnostiqué pour. Donc, nous, on va avoir une nouvelle idée. Ça va nous stimuler, dopamine. Tu as dû remarquer à quel point ta prochaine idée de vidéo est beaucoup plus stimulante que celle que tu es en train d'écrire actuellement. Que celle que mes monteurs sont en train de monter. C'est ça, c'est un comportement naturel, c'est terrible. Moi, ça se traduit dans ma vie. Quand j'ai un nouveau livre qui sort, on doit en faire la promo. Je suis plus enclin à parler du prochain que je suis en train d'écrire que de celui que je viens d'écrire, mais qui vient de sortir, donc il faudrait en parler, quoi, tu vois. C'est normal, c'est le feu sacré, en fait, tu vois, la dopamine. Le flow. Ouais, exactement. C'est cette envie puissante de se réaliser, de faire. C'est pour ça que c'est très important, cette récompense naturelle. Donc, quand on a une nouvelle idée, quand on fait un truc stimulant, quand on reçoit une stimulation émotionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui va te faire rire, qui va provoquer de la joie, ou pourquoi pas aussi, qui va te choquer, tu vois. Donc, en te choquant, ça t'anime pour réagir à ce choc et combattre, tu vois. Ça va créer de la dopamine dans le cerveau pour te donner l'énergie et la motivation pour le faire. C'est le circuit naturel de la création de dopamine dans le cerveau. Ça, sur le papier, c'est bien. Exact, c'est super. C'est super, sauf que nous, on a créé des compensations à l'ennui. Ah. C'est-à-dire la traite de l'attention, moi j'appelle ça. L'attention, c'est formidable. C'est un matériel qu'on peut traire chez l'humain, comme on a fait dans Matrix, tu sais, c'est des piles là dans le 1 et tout, on peut le traire. Ça ne se stocke pas, ça se revend directement à des acheteurs qui ont de l'argent. En gros, un média, par exemple, peut prendre l'attention de quelqu'un et le revendre à une marque. Je prends en témoignage ce qu'a dit Patrick Ledet, voilà, l'ancien directeur de TF1, oui, qui avait dit dans un bouquin qui s'appelle « Les grands dirigeants », ce que je vends à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Il admettait créer des programmes qui permettait aux spectateurs de recevoir un message publicitaire. C'est le métier derrière le métier. Il faut toujours savoir quel est le métier derrière le métier. Tout ce qui est gratuit, en général, son métier derrière, c'est juste d'être un annonceur, un panneau publicitaire. Quand on fait une vidéo sur YouTube, notre économie, elle repose sur l'économie de l'attention aussi. On en fait partie, tu vois, les jeux mobiles, de la même manière, surtout quand ils sont gratuits, même avec des achats in-app. L'actualité gratuite que tu vas donc trouver sur des supports gratuits, réseaux sociaux, sites internet, leur métier, c'est de vendre de l'attention. Et c'est d'ailleurs là où ça commence déjà à se péter la gueule. C'est-à-dire que si demain je vais écrire un article qui va générer beaucoup de trafic sur ma page internet pour que je puisse montrer aux marques, regardez, j'ai du trafic. Je vais écrire un article sur Major Mouvement. Je vais l'appeler « Major Mouvement est-il un escroc ?» Point d'interrogation. Je n'ai pas dit que tu en étais un, je n'ai pas dit que tu n'en étais pas un. Par contre, je sais que là, je viens stimuler assez fort l'envie de réponse chez l'autre. Beaucoup plus. Donc, que si tu fais Major Mouvement est un mec sympa. C'est ça. Oui. Et d'ailleurs, ma première ligne d'article peut être évidemment que non. Mais comme dit Major Mouvement, c'est bien de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à débunker les vrais escrocs, tu vois. Mais peu importe, en fait, mon chemin pour t'attirer
était quand même assez piégeant, tu vois. Ce que tu évoques, c'est qu'on a construit économiquement, hein, ni plus ni moins Ouais. qu'à la fin, il y a des gens qui veulent, pour gagner leur vie de différentes manières, il y a une économie de Une l'attention. économie de qui s'est l'attention. C'est pas bien Ou ou mal, bien. Il c'est-à-dire n'y a que- pas un monsieur Burns derrière qui s'est dit je vais leur ravager l'attention, je vais la traire à mort, quitte à ce que ça la ravage. C'est un problème sociétal. Notre société a avancé dans ce sens-là. On fonctionne de manière exponentielle. On a commencé à faire de l'argent sur un truc. On veut plus d'argent, donc on va plus utiliser ce truc-là. Et à la fin, on comptera s'il y a des dégâts ou pas, mais on ne va pas s'en inquiéter avant longtemps. Le problème de l'attention, c'est que ça ne se voit pas. Le problème des gens qui ont des déficits de l'attention, c'est que ça ne se voit pas. Si demain, toute l'humanité boite de la jambe droite, toi, tu vas faire direct une vidéo, il faut qu'on s'en occupe, quoi, tu vois. Toute la santé publique va s'occuper de ça. On boite tous de l'attention. Mais ça ne se voit pas, donc on s'en inquiète pas tout de suite. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu envie de bosser sur le sujet. Hein. C'est que ça a commencé à m'inquiéter. C'est la première fois que je suis inquiet de quelque chose. La première phrase que je me suis dit, c'est « nous ». Quand je dis « nous », c'est les personnes de plus de 40 ans. On a le même problème, hein, mais on a construit une vie. On a essayé des choses, on s'est motivé à faire des choses, Ouais, on a construit notre vie perso et pro. L'impact est moindre qu'un jeune adulte ou qu'un futur adulte qui, lui, à un moment donné, va passer à côté de tout ça et il va se passer quoi en fait en réaction émotionnelle, en introspection, etc. On perd aussi en même temps notre capacité d'ennui, puisque ce qu'on vend, c'est notre attention. Il faut la récupérer en permanence avec des professionnels du cerveau, bien plus experts que moi, qui font ce qu'on appelle de la captologie, qui de toute manière n'arrivaient pas à faire financer leurs travaux, donc à un moment donné se sont vendus aussi au marketing, pour savoir comment fonctionnait le cerveau et comment te donner envie soit de rester dans une bulle, là je parle beaucoup du numérique, soit pour que tu aies envie de revenir souvent, type les jeux mobiles qui te font une récompense toutes les heures. Ce que tu dis, c'est que certains neuroscientifiques ont les connaissances du cerveau, ont depuis des années les connaissances de comment on peut devenir addict et comment on peut sortir d'une addiction, parce que ça va dans les deux sens, et que pour des raisons, une fois de plus, de l'individu qui se dit en fait, moi, mes travaux de recherche dans la finance publique, j'arrive pas à les avoir, pour faire mes recherches, j'ai pas mes financements, par contre, j'ai un gros studio qui fabrique des jeux où je dois juste cliquer sur des ballons rouges et aligner des trucs et qui pop dans tous les sens. Eux, ils me proposent de quoi me mettre moi à l'abri pendant les 50 prochaines années pour pouvoir développer une app qui permet de retenir l'attention. Trouver des leviers pour retenir la... Alors, ils ne le disent pas en ces termes, bien sûr, mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Mais après, j'ai eu l'occasion, moi, de discuter avec des gens comme ça. Il y a une vraie frustration à l'échelle de l'individu chez des gens comme ça, qui ont parfois des doctorats en sciences, en neurosciences, et qui vraiment, on leur a vendu le fait qu'ils allaient pouvoir faire avancer le monde dans le bon sens, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Ouais. Ah non, mais bien dans sûr. la recherche positive, il n'y a pas d'argent. Non. Versus là, maintenant, on te met un gros chèque sous la tête et souvent, ils vont y aller pendant 2-3 ans, ils vont se mettre à l'abri. Mais parfois, ils ont tiré la langue pendant des années dans le système de financement classique public et ils galèrent en fait. Et ils n'y vont pas de gaieté de cœur. Mais cependant, leur connaissance est utilisée. Elle vaut de l'or dans ce domaine-là. TikTok, c'est ce qui avait été évoqué au tout départ en fait. Parce que ce que tu dis que je trouve très intéressant, tu dis on a 40 ans. J'avais vu passer une vidéo que je trouvais hyper intéressante. C'est un neuroscientifique qui analyse des dessins animés pour enfants. C'est catastrophique en fait. En termes d'attention, il y a un changement de plan toutes les 1,3 secondes. Il y a des couleurs qui n'existent pas dans la vraie vie. Tu parlais du buisson qui bouge. En fait, notre œil, vous savez, les bêtes dans la nature, ce qui est anormal. Il va repérer ce qui est anormal. Donc en fait, tu mets un truc qui bouge, un truc qui a de la lumière, un truc qui a une couleur qui pop, machin. En fait, regarde les vignettes YouTube, la mode récente, c'était de mettre des yeux trop gros, parce que juste ça attire le regard. Notre cerveau, il focus à ça, il est entraîné pour repérer un potentiel danger, une potentielle anomalie pour sa survie. Et en fait, ce qui est très problématique, c'est que si aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, on perçoit des déficits de l'attention, on a un cerveau peut-être sain qui s'est construit avec une vraie temporalité. Exact. Aujourd'hui, moi, je me retrouve vraiment avec des difficultés de communication avec la Gen Z, donc c'est les 20 ans, où je sens qu'en fait, quand je leur parle, je les emmerde au plus haut point, qu'ils veulent rapidement avoir des solutions faciles. Bien sûr. Et quand je leur dis, non, en fait, tu vois, typiquement, moi, j'étais stagiaire, en fait, il est hémiplégique, quoi, en fait. Il y en a pour 9 mois de rééducation et ça va être très lent. Et je les perds. Et je me fais encore plus de soucis pour les générations comme mes enfants de me dire attention aux écrans plus. Parce que c'est pas seulement
de gagner du temps. Bien sûr qu'on a le droit, en tant que parent, parfois on est crevé, on leur donne un écran pour machin, mais faites gaffe à la qualité de ce que vous leur mettez entre les mains. C'est ça. En fait, tu viens de dire plein de choses très intéressantes. Tu vois, il y a donc les scientifiques qui ont bifurqué. Il y a ceux dont on a utilisé les travaux et qui n'avaient pas du tout voulu ça. Même pas que des scientifiques. Je prends l'exemple d'Azar Askin. C'est le mec qui a inventé le scroll infini. Ouais. Donc le fait tu scrolles, il y aura toujours quelque chose d'autre de généré. Avant son invention de scroll infini, avant ce code-là, ce qui existait, c'était d'arriver au bas de page et tu cliques sur page suivante. Ce qui est très intéressant finalement parce que à chaque fois que tu dois cliquer sur page suivante, tu as une conscience de l'instant présent de ce que tu fais. Et donc, tu as 2 chemins qui s'ouvrent à toi. Tu as une temporalité. Voilà, cliquer sur page suivante ou arrêter de consulter cette page. Quand ça scrolle, tu n'as plus en fait cette prise de conscience. Tu es moins souverain de ta consommation. Il a inventé ça. Aujourd'hui, il en voit le résultat. Tu vois, TikTok n'est pas que l'application du diable. Hein. Il n'y avait pas un projet derrière. Ça a été juste l'application la plus performante de tout ce qui avait été réalisé jusqu'avant dans le domaine de la rétention d'attention pour que les gens restent dans le bocal. Donc, Azar Askin, lui, il est rentré en dépression de ça. De voir ce que ça avait généré. Un effet Oppenheimer. Ouais, lui, c'est le nombre de vies humaines gâchées quotidiennement en énergie mentale humaine. Et du coup, il travaille aujourd'hui à des solutions alternatives. Alors là, il a développé un truc qui est le scroll qui s'alourdit. Plus tu scrolles, moins ça scrolle vite et loin. Et à un moment donné, ça va se bloquer et juste te dire, veux-tu continuer à scroller? Si tu appuies sur OK, ça reprend le même rythme. Mais pour recréer un peu cet état de conscience, et il a eu plein de très bonnes idées. Par exemple, mon téléphone est en noir et blanc là. Oui, j'allais y venir. Et ça c'est Azar Askin, par exemple, qui l'a démontré et qui l'a quantifié cet intérêt-là, mais on en reviendra du coup tout à l'heure. Donc, le fait est en tout cas que, oui, sur la jeune génération, eux, ils n'ont pas eu cette vie d'avant, tu vois. Donc, ils n'ont que cette vie rapide. Et donc, à nous aussi de les aider d'avoir une prise de conscience sans tomber dans le délire de les écrans, c'est le mal. En fait, un couteau, c'est pas mal, tu vois. Tu vas me faire un bon plat avec, tu vas bricoler avec, tu vas aussi me le planter dans le bide. C'est l'utilisateur, en fait. Et donc, c'est en général toute une question, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, mais de souveraineté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je décide de consommer, quand je décide de le faire et durant combien de temps. Le problème est, en général, la fuite de l'ennui par réflexe. Je prends mon portable et quand je prends mon portable par peur de l'ennui, même inconsciemment, je ne vais pas lire un article Wikipédia. C'est pas vrai. Je lance un jeu mobile ou je vais sur un réseau social découvrir ce qu'on va me proposer. Tu sais, il y a une conversation qui me fascine avec la Gen Z pour le coup, c'est comment tu faisais pour regarder du linéaire, la télévision où tu zappes, les programmes ont déjà commencé et tu te poses devant un truc. Et je dis, c'est la même consommation que tu as quand tu slides des Reels ou TikTok. En vrai, ne croyez pas que c'est de la VOD à ce moment-là, en fait. Tu zappes des choses et tu tombes sur un truc qui vient d'être proposé. Tu ne l'as pas plus décidé que moi qui zappais entre TF1 et M6 à l'époque, tu vois. Donc, on est en train de retomber. On avait fait un joli bond en avant avec le replay, la VOD, Netflix, etc. On le fait un peu en arrière avec cette capacité à scroller et on va voir des choses sur lesquelles on n'est même pas abonné. On ne s'attache même plus au créateur, tu vois. Tu as dit au départ la dopamine. Ok, elle est bien, elle nous motive à passer à l'action. Je ne comprends pas du coup comment... en fait, on est bien d'accord que... Pourquoi on ça en nous fait aurait du bien, trop en fait. Ouais, non, mais tu vois, typiquement, tu as passé une journée de merde. Tu es fatigué, tout ce que tu veux. Ce réflexe, et on l'a tous, mais physiquement, on le ressent. Je sors mon téléphone. Ça fait du bien, en fait. Alors, il est où le problème? Tu crois que ça te fait du bien. Donc, la dopamine, elle te motive pour faire ce qui t'a provoqué de la dopamine. Oui. Donc, si tu as une très bonne idée d'un projet qui te demande de te motiver et de dépenser de l'énergie, tu vas faire un cercle vertueux. Donc, tu as un circuit de la récompense qui dépend de ton stimuli initial. Exactement. Si tu as reçu de la dopamine parce que tu viens de scroller 5 minutes, tu vas continuer à scroller 5 minutes de plus pour rester là-dedans. Sachant qu'en plus, ton cerveau est sympa. Il fait quand même en sorte que tu ne consommes pas trop d'énergie. Tu vois, c'est d'ailleurs même pour ça qu'on a du mal à changer d'avis, parce que tu es obligé de débrancher des réseaux de neurones, des synapses, etc. Donc c'est un effort pour lui. Donc en fait, c'est pas le biais de confirmation. Souvent, tu en parles dans tes vidéos. Parce que vous avez choisi ça, vous allez choisir ça, et du coup, vous allez choisir ça. Non. C'est plusieurs biais cognitifs. Le biais de confirmation en est un. C'est plus facile de voir des choses qui confirment ce qu'on pense déjà que de se remettre en question ou de suspendre son jugement, par exemple. C'est quand tu as choisi un choix avant, tu vas avoir plus tendance à prendre un choix qui est cohérent par rapport à ta décision
décisions précédentes. C'est le besoin de cohérence, ça. C'est le besoin de cohérence. Tu vois, moi, par exemple, il y a 1 an et demi, on m'a demandé si j'allais faire des vidéos sur TikTok. J'ai dit non, TikTok, c'est un peu ridicule, c'est un peu pathétique, il n'y a que les gamins dessus. Il m'a fallu 1 semaine pour me dire, c'est pas ce qu'on m'a dit quand je me suis lancé sur YouTube, moi. Donc déjà, il m'a fallu 1 semaine pour admettre que peut-être j'avais été trop vite là-dessus. Il m'a fallu 1 semaine de plus pour commencer à rechercher et à admettre auprès de tous ceux à qui j'avais démonté TikTok que peut-être c'est pas le problème intrinsèque de la plateforme et qu'on peut y faire des trucs. Et aujourd'hui, je fais des vidéos sur TikTok, mais qui me ressemblent. Souvent, tu fais un appel au scroll d'arrêter. Arrêtez de scroller. Et maintenant, vous pouvez reprendre une vie normale et couper le téléphone. Ouais. C'est couillu, quoi. Bah ouais. Et surtout, t'abonnes pas. Tu vois, c'est pas bien grave, quoi. Tu vois, c'est à toi après Mais le besoin de cohérence en temps normal, il m'aurait fait, si j'ai pas le réflexe de le regarder, de dézoomer de temps en temps, il m'aurait fait continuer à affirmer que c'était nul et à trouver en plus des arguments, donc des confirmations qui allaient dans le sens sans voir les autres qui étaient potentiellement intéressants. Quoi, tu vois. Pour en revenir à la dopamine, je suis sur mon téléphone, exactement. Ça me fait du bien. Cette dopamine-là, c'est pas de l'adrénaline qui te met en mouvement, en fait. Hein. C'est juste un circuit de récompense. Donc, c'est comme si je bouffe un truc, c'est du sucre. Bon, dans la boîte, il reste du sucre. Je continue à bouffer du sucre et puis je bouffe du sucre pour bouffer du sucre. C'est exactement ce qui se passe. Ça te rend, au contraire, plus amorphe pour faire autre chose. Pourquoi ? Parce que toutes les autres choses qui t'en sont peut-être utiles, pratiques, nécessaires, elles ne vont pas te provoquer autant de dopamine. Donc c'est la souris qui délaisse ses gamins, exactement. Qui délaisse ses besoins vitaux. C'est en dessous en termes d'apport dopaminique. Donc en fait, dopaminergique, ouais. Bah, tu vois, j'ai besoin de toi pour me corriger. Si tu peux me suivre durant 1 semaine, ça m'arrangerait. Il n'y a que ce mot que j'ai pour te corriger. Je ne sais pas les autres. Mais tu vois ce que je veux dire ? Quel est l'intérêt pour toi, du coup, d'aller faire autre chose qui va moins te stimuler ? Donc c'est très dur d'en sortir, en fait. Très simple d'en sortir. Et je pense même que les gens le savent au fond d'eux. Ouais. Tu vois, il suffit de regarder ton temps de consommation d'écran sur ton téléphone portable. Quand tu vois que ça fait 5 heures dans la journée, c'est pas normal. On peut le justifier, mais après les justifications, on reviendra au fait que c'est quand même pas normal, tu vois, finalement. Se servir beaucoup de son téléphone, c'est une phrase trop générique. Si tu prends le train durant 3 heures et que tu regardes un film sur ton téléphone, tu viens de mettre 3 heures à ton téléphone, tout va bien, c'est normal. Si c'est ton outil de travail ou... J'ai eu le cas hier avec un copain où on parlait de sa consommation. Il me disait « Ah, là, je suis trop et tout. Tiens, regarde, il me le passe. » Je fais « Oui, tu utilises Waze pour tout trajet. Tu passes ta vie en voiture. » C'est normal, tu vois. Il faut quand même dissocier ce qu'on appelle le temps d'écran. Et puis, il y a des gens comme moi qui passent très peu de temps sur leur téléphone. C'est vrai. Mais je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur à travailler. Et mes mails ne sont pas sur mon téléphone. Mais s'ils étaient sur mon téléphone, je passerais... Tu vois, donc, voilà, on peut doser. Pourquoi tout va bien ? Parce que finalement, c'est très simple de reprendre la main sur son attention. Mais vraiment, ce n'est pas du tout irréversible, tu vois, tout va bien. Il y a une question de volonté. Il va falloir dépasser sa peur de s'ennuyer. Pas l'ennui. L'ennui n'existe pas tellement. Quand tu fais rien, tu as des idées, tu penses, tu crées, tu trouves des solutions à des problèmes que tu t'étais même pas posé initialement. C'est normal que l'ennui soit inconfortable au départ ? Bien sûr, il te provoque aucune stimulation. On a habitué notre cerveau à avoir une stimulation perpétuelle. C'est inconfortable. Mais le plus inconfortable, c'est de voir l'ennui arriver. Comme le fumeur de clopes, il ne reste plus que 3 clopes dans le paquet, il commence à stresser. En fait, c'est ça notre peur de l'ennui. Tu vois, c'est pas l'ennui en lui-même. Je vais vous dire pourquoi il n'existe pas. Vous allez reconnaître ce moment. Tu vas faire pipi aux toilettes, tu es en train de parler avec quelqu'un là, je vais aux toilettes, je vais faire pipi, je vais revenir, je vais te dire, j'étais en train de penser à un truc, pourquoi j'y ai pas pensé avant à ce truc ? Tu vois, c'est parce qu'aux toilettes, l'espace était neutre, il n'y a plus de stimulation, mon cerveau, il n'a pas arrêté de marcher, il a commencé à penser malgré moi à d'autres choses intéressantes, et je reviens avec une idée. Tu sors de la douche, tu dis, putain, je vais avoir une idée super et tout. Donc, faut pas avoir la peur de l'ennui, il faut dépasser ce stade, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut redevenir conscient de ce qu'on fait. C'est une question de pleine conscience, tu vois, finalement. Dès que tu te remets en pleine conscience, ça va. Dès que tu arrêtes d'être réactif, ça va. Exemple concret, dans ta journée, tout est speed. À un moment donné, tu décides de t'arrêter. Tu prends 2 minutes, c'est pas énorme 2 minutes, et tu regardes un chrono ou des aiguilles de montre faire 120 secondes. C'est tout. Je ne te demande pas de penser, je ne te demande pas de méditer, je ne te demande pas de te concentrer, juste tu observes et tu constates sans penser à autre chose, sans faire autre chose, c'est 120 secondes. La première minute, je t'assure qu'elle va te paraître très longue. Plus tu es dépendant à la dopamine, plus ça va te sembler être une petite mort. La deuxième va être très facile et tu vas te dire déjà, et surtout la troisième étape, c'est qu'après tu vas constater ton état mental et ton état physique. Putain, le stress qui est descendu, le rythme cardiaque qui est redevenu stable, tu vois, ta respiration limite qui a repris des propriétés de ça va,
Et surtout, ta capacité à penser et à décider, c'est comme dans la jauge d'un jeu vidéo qui a remonté. Comme quand tu te fais tirer dessus dans Call of Duty, tu te remets à couvert et là tu vois le mec qui revient C'est à la vie. la même chose avec l'attention, tu vois. C'est un jeu vidéo en fait, l'attention, quoi. C'est une jauge que tu as dès le réveil, tu vois. Si dans la première heure de ta journée, tu évites de consommer des actualités, les réseaux sociaux et les jeux mobiles, pourquoi je parle des jeux mobiles? Parce que je parle souvent des gratuits, hein, ceux qui ont des systèmes en fait pour stimuler ton attention. Ben, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux parce que tu n'as pas consommé ta jauge de la journée. C'est épuisant. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait quand même du bien le soir de scroller et tout. Je suis d'accord, mais pas trop longtemps. C'est pareil, un comportement anormal de s'endormir dans le lit d'épuisement de consommation. C'est la souris qui a fait 2000 allers-retours et qui, au bout d'un moment, est rattrapée par les capacités Exactement, physiques. c'est de l'épuisement mental. C'est pas normal de s'endormir d'épuisement et de plus être capable de s'endormir sans avoir fait ça avant, quoi, tu vois. C'est toujours cette question de dosage. Donc, un des trucs qui est très bon, c'est le meilleur médicament, je vais te donner ce premier conseil, pour son attention. C'est aussi bête que cette phrase et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est le moment où tu sens que ton attention décroche, force-toi un peu à tenir. C'est comme l'apnée. En fait, du coup, tes ennemis deviennent tes alliés parce que tout ce qui te perd en attention, tu as juste à faire l'effort de tenir un petit peu plus pour que ça s'améliore. C'est quand même assez simple, quoi. Tu vois, c'est la meilleure réponse au truc. Le deuxième conseil, c'est dans ta journée, prends ces moments de pause de pleine conscience, ces 2 minutes, où tu peux utiliser la méthode d'une dame qui s'appelle Hélène, qui est neuropsychiatre, et elle a inventé le 5-4-3-2, très facile à mettre dans sa tête pour s'en rappeler. Tu repères 5 choses visuelles. Oh, un miroir, oh, majeur mouvement, il a les cheveux comme ça, oh, une télé, machin, ok. Ensuite, tu essayes d'entendre 4 sons différents, donc ça fonctionne de tous les sens. Ensuite, de sentir 3 sensations différentes. Tiens, je sens mon pied contre ma chaussure, contre le tapis. De sentir 2 odeurs et de trouver un goût. Donc là, par exemple, je me mords la lèvre, c'est un petit goût ferreux. Le temps de faire ça, tu as focalisé toute ton attention sur un truc qui n'apporte pas de stimulation particulière, mais c'est toi qui l'as dirigé quelque part. C'était facile à faire. Juste après, tu es dans un état de concentration extrêmement amélioré dans l'instant. Donc tu vois, pleine conscience de ces choses. On fait des arrêts de temps en temps, donc pleine conscience de ma consommation de téléphone, etc. On fait des arrêts de temps en temps dans la journée, juste une fois déjà dans la journée, quoi, tu vois. 2 minutes, c'est rien. Et 2 minutes à rien faire, c'est rien. Exactement. Et je me force à me concentrer un peu plus que la normale. Quand je décroche, 1 minute en plus. Tu vas me dire, 1 minute, Fabien, c'est rien. Non, c'est mieux que 0. Et mieux que 0, c'est pas rien, quoi, tu vois. Et puis c'est peut-être 1 minute de plus demain, mais demain, la minute de plus que tu vas tenir, en fait, elle se cumule peut-être à l'autre minute qui a été absorbée maintenant, que tu arrives à tenir naturellement. Donc c'est loin d'être irréversible et je trouve que c'est quand même une super nouvelle, tu vois. Ce serait trop fataliste de dire « Ah mais voilà, moi je peux rien faire, je m'ennuie trop vite, etc. » Non, vraiment, juste décide que tu peux faire. C'est des changements d'habitude. Il faut jusqu'à 2 mois et demi selon les travaux de Philippa Molina en 2009 sur les changements d'habitude dans le cerveau. En moyenne, 66 jours. 2 mois et demi pour changer si quotidiennement tu fonctionnes un peu différemment. Fabien, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, pour résumer les solutions, prendre conscience du temps qu'on peut Avoir arrêter. conscience de sa consommation des choses. Prendre 2 minutes. Ouais. Et le 5-4-3-2-1 des 5 sens. Exactement. Parfait. Et surtout, tout va bien. Si vous trouvez que vous avez un déficit de l'attention, c'est normal. Et si vous avez envie que ça change, c'est facile. Ça va. Hyper clair. Merci infiniment, Merci, Fabien. Grégoire. Fabien, c'était passionnant. Si jamais cette vidéo vous a plu, Fabien, quelle vidéo je pourrais mettre ici qui intéresserait les gens ? Tiens, celle-ci sur l'ennui. Sur Justement, l'ennui. ça complète. Et puis celle-là sur la dopamine. Allez, à la prochaine.